Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau débrief sprint sur le meeting qui a eu ce week-end à Monza. On a eu un week-end incroyable. Je pense que je vais faire un peu différemment. Je ne vais pas rentrer succinctement dans les qualifs, course sprint, course principale. On va en parler assez vite fait et on va parler surtout de ce qui m'a pas plu et ce qui m'a plu sur ce meeting. C'était l'avant-dernier meeting de la saison. Donc on peut déjà presque faire un point sur le championnat. Rien n'est joué en tout cas. Mais en tout cas, c'est parti! Pour la séance de qualification, je rappelle un peu la normalité en Formule 2, comment ça se passe. 30 minutes de qualification, donc 2 fois 15 entre guillemets pour les équipes qui font donc 2 relais sur 2 pneus différents. En général, c'est à peu près 2 tours chrono sur le premier tour et 2 tours chrono sur le deuxième relais. Cette fois-ci, comme c'est à Monza, pas mal de jeux d'équipe avec l'aspiration. Si personne sort, personne ne sort. Ça se dédouble dans le tour de chauffe, etc. Donc c'est un peu compliqué. C'est une qualif un petit peu différente de ce qu'on a vu d'habitude. On a eu un premier relais qui était un peu retardé dans le temps. Donc sur le premier relais, c'est là en fait que tout va se jouer. Parce qu'on a Théo Pourchaire qui réalise du coup, alors je saute tous les tours qu'il y a eu avant, mais Théo Pourchaire réalise le meilleur temps devant un Oliver Mann par exemple. Ensuite, tous les pilotes rentrent au stand pour effectuer un dernier tour, sauf que là, je pense que les pilotes ont voulu faire qu'un seul tour chrono, mais voilà, ça dépend des pilotes. Sauf que, un peu comme on a vu en F3 quelques heures plus tôt, ça a été un petit peu le grabuge. Chacun voulait se doubler, voulait l'aspiration. Le premier, je crois que c'était Buchung, finalement, il voulait pas être seul devant. Finalement, lui, il a compris que ça allait être compliqué au niveau du chrono, donc il s'est lancé, il est parti. Et on a un Théo Pourchaire qui, sur la parabolica, qui prend l'intérieur pour vite, parce que le chrono va passer à 0, donc il faut vite passer la ligne. Et finalement, tout le monde s'élance comme des bourrins sur la ligne droite des stands. Et chacun ne peut pas faire de tour chrono avec un coéquipier à côté, ou juste devant, ou juste derrière, c'est trop proche. On a un Isaac Hadjar qui l'a dit au micro de Canal qu'en fait il avait le bon gap avec le pilote devant lui, sauf que derrière il y a son ami Nissany qui lui a un peu trop collé, qui l'a doublé sur le tour et finalement ça a mis leur tour à la poubelle. Voilà, donc en tout cas Théo Pourchaire prend la pole position, c'est sa première pole position depuis le premier meeting à Bahreïn, donc ça fait un petit moment, c'est super cool pour lui. Il repart avec les 2 points de la pole position, donc ça porte son avance à 14 points sur Fred Vesti. On a Oliver Mann deuxième, Stanek qui a pu faire un tour qui termine troisième, Hadjar et Martins qui sont 4e et 5e, c'est très bien pour nos Français. Fred Vesti, pas trop dedans, il n'a pas vraiment pu faire de tour chrono ou pas, mais en tout cas il est 8e. Et Ralf Boschung qui s'est lancé tout seul pour faire son tour comme un grand garçon, termine 10e, donc prend la pole position pour la course sprint du samedi. Pour la course sprint, on avait Ralf Boschung en pole position et on avait un Théo Pourchaire du coup 10e. Sur le départ, on a Ralf Boschung qui se loupe la première chicane. On a Fred Vesti qui en profite pour prendre la tête de la course. Théo Pourchaire, lui, passe de la 10e à la 8e place dès le début de cette course sprint. On a eu une course sprint pas forcément passionnante vraiment parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais on a eu quand même pas mal de dépassements. On a eu surtout les 2 hearts de Théo Pourchaire et de Victor Martins qui étaient des fusées. Victor Martins qui nous faisait des freins mais magiques, c'était magistral. Voilà, Victor Martins a été très impressionnant sur cette course sprint. Il a réussi à remonter, il termine 2e de cette course devant un Richard Verschoor qui était plutôt bon ce week-end. Théo Pourchaire qui terminait 10e, qui est parti 10e et qui remonte jusqu'à la 4e place. Donc il ne perd que 5 points face à Vesti sur cette course. Donc l'avance de Théo Pourchaire est à 9 points après cette course sprint. La course principale, on va essayer de faire ça assez court parce que si je commence à parler de tout ce qui s'est passé, ça va durer autant de temps que la course a duré. On a eu une course impressionnante, bonne course on va dire, mais course très brouillonne, très compliquée, des safety cars. Avant que j'en parle, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette course, si vous êtes plutôt friand de ces genres de courses ou pas. Pour ma part, c'est vrai que c'était un peu compliqué, sachant qu'il fallait avoir un peu les yeux partout. Voilà, moi j'étais très sur Théo Pourchaire avec Vesti et les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés, donc c'était assez compliqué, mais voilà.
On va en parler assez succinctement. Donc Théo Pourchaire en pole position devant Oli Berman. Théo ne peut pas se défendre face à Berman qui prend l'aspiration et prend la tête de la course, et Théo très intelligemment lui laisse la tête de la course. On a un Fred Vesti qui partait 8ème et qui du coup se retrouve assez vite 5ème, donc très bon départ pour le pilote Prema. Malheureusement, à la sortie de la deuxième chicane, avant d'attaquer les Lesmo, il voulait doubler Stanek pour la P4. Malheureusement, Stanek ne se laisse pas faire, donc il se met au milieu, sauf qu'à un même moment, Vesti avait plus de sorties, était un peu meilleur que lui, et du coup, alors Vesti, comme l'a dit un peu Guillaume Capietto à la fin de la course, il n'a pas réfléchi, il n'a pas voulu ralentir et tout, donc il se retrouve avec 2 roues dans l'herbe, tête à queue, il tape le mur, il cale, donc c'est fin de course pour lui. Donc les images m'ont fait extrêmement mal au cœur, faut le dire. Voilà, j'étais très content pour Théo, mais voilà, mon côté fan de Formule 2 m'a fait mal au cœur parce que c'est un bon gars et il enchaîne les déboires en course principale depuis 3 courses, et Théo Pourchaire est en train de reprendre l'ascendant. J'ai dit en début de saison, je sais plus si c'est sur mon live, sur un live ou en vidéo, j'ai dit que voilà, un Fred Vesti qui va bien, c'est très très fort. Par contre, un Fred Vesti qui ne va pas très bien dans la tête, malheureusement, c'est un peu l'hécatombe, et c'est un peu ce qui est en train de se passer pour le pilote danois. Donc après cette première safety car, il y a une relance, et une deuxième safety car fait son apparition avec Arthur Leclerc qui lui perd sa dame au bout de la ligne droite, tête à queue, il part dans l'échappatoire, il cale, il ne peut repartir, et du coup deuxième safety car. C'est à ce moment-là que tous les pilotes de tête en profitent pour rentrer au stand et enlever leurs pneus tendres et mettre les pneus médiums. L'arrêt au stand m'a paru une éternité, c'est vrai, c'est hyper long. Je me suis dit que l'Hart allait bouffer la Prema. Ça s'est joué à une demi-voiture malheureusement, mais voilà, Théo ressort juste derrière Berman. Malheureusement, je l'avais senti venir, de toute façon, c'était pas compliqué. Martins allait perdre pas mal de temps là-dessus parce qu'il fallait que Théo puisse repartir de son emplacement. En arrêt en Formule 2, on n'est pas autour des 2 secondes comme en Formule 1, mais au plus des 5-6. Donc ouais, c'est un peu dommage pour Victor Martins qui se fait piéger, sachant que encore une fois, c'est lui qui avait un sacré rythme ce week-end. Ensuite, après l'accident de Arthur Leclerc, les pilotes relance, et on a eu encore quelque chose qui me déplaît très fortement. On verra si j'en parle à la fin de la vidéo selon la durée, mais voilà, Nissany qui commet clairement un attentat sur Maloney, qui lui rentre dedans en pleine ligne droite. Il devait être à peu près à 250 à peu près, quelque chose comme ça, et qui l'envoie dans le mur et qui fait mur de gauche, mur de droite. La carline de Maloney explosée, Maloney qui sort en boîtier un petit peu, donc très gros accident causé par Nissany, donc il aura un drive-through, donc c'est une très grosse pénalité, il doit passer par les stands. Malheureusement ce geste, on ne juge pas entre guillemets la conséquence, mais là on doit le faire parce que c'est dangereux, c'est Monza, ça va vite, encore Nissany, et quand c'est pas lui qui se met en danger, il met la vie des autres en danger. Donc voilà, j'espère que pour lui c'était l'avant-dernière fois que je le voyais dans une Formule 2, clairement. Voilà. Ensuite, encore donc safety car. À la relance, Jacques Douane, lui ne s'est pas arrêté et se fait attaquer par Théo Pourchaire. Et à la deuxième chicane, il coupe la chicane, clairement. Voilà, il se dit non, je vais me faire doubler. Théo, pas trop de place alors qu'il y avait de la place. Il coupe la chicane et il reste devant le pilote. Donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On peut couper les chicanes sans se faire allumer par les instances, sachant que c'était la deuxième fois qu'il le faisait. Donc bon, ça m'énerve un petit peu. Je l'ai pas trop entendu parler à la radio pour le coup, il a pas trop gueulé pour une fois, mais bon, ça c'est mon côté un petit peu non objectif qui parle, mais voilà, tant mieux pour lui, c'est bien, mais en attendant c'est pas cool de laisser un pilote couper des chicanes et laisser devant les pilotes, sachant qu'il était clairement battu. Encore une fois, malheureusement, c'est Victor Martins qui subit une malchance parce qu'avec son DRS, il est resté ouvert toute la course, tous les tours, il ne se fermait plus. Donc abandon pour Victor Martins qui ne peut pas rouler avec le DRS ouvert. On s'en doute bien. À la suite de ça, au 23e tour sur les 30, on a Kouchmaini qui tente une manœuvre sur Jacques Crawford. Un petit peu osé, mais ça va. Mais Jacques Crawford, brouillon, lui, pareil, se dit, écoute, non, je te laisse pas passer, un peu comme au Mastanek. Coup de volant à gauche, pardon, et du coup, vient casser l'aileron de Kouchmaini, abandon pour le pilote de chez Campos, et s'est mis sur le côté. Encore une fois, une nouvelle safety car.
Tout le monde, enfin les pilotes qui ne sont pas arrêtés au stand en profitent pour s'arrêter au stand, donc genre Jacques Douane. À la relance, Ayumu Iwasa qui lui s'était arrêté plutôt à des pneus tendres face à Théo Pourchaire qui a des pneus médium. Théo ne peut rien faire face à Ayumu Iwasa, donc Iwasa passe Théo et Théo intelligemment, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'il s'écarte et laisse passer, mais voilà, il fait attention à bien s'écarter pour mieux repartir, mais finalement ça ne passe pas pour Théo, donc Ayumu Iwasa P2 et Théo Pourchaire 3e. C'est la fin de la course. Oli Berman vient s'imposer encore une fois en course principale. C'est pas mal pour le rookie. Deuxième victoire pour Prema à domicile ce week-end. Donc 2 courses, 2 victoires pour l'équipe italienne à domicile. On a Ayumu Iwasa P2, Théo Pourchaire 3e qui repart avec le meilleur tour. Fittipaldi qui fait une très bonne remontée 4e. Auger, pareil, Auger un petit peu fantomatique hier sur la course sprint. C'est pas trop ça, c'est des moves un peu compliqués à la première chicane, mais on le voit pas trop, mais en tout cas il est là, il est 5e. Jacques Douane 6e, Daruvala 7e, Cordel qui marque encore des points 8e, et même Bochung marque des points avec la 9e place, et Stanek 10e. Voilà pour cette course principale. Plusieurs choses qui m'ont déplu sur cette course principale et je ne suis pas le seul de ce que j'ai vu sur Twitter. Là, on va faire un peu le français chauvin et jamais content, mais on a le move de Stanley qui a été quand même, alors on juge l'acte et pas la conséquence, qui donc sort Vesti, il prend 5 secondes de pénalité. Bon, je ne comprends pas pourquoi à Zandvoort, Martins et d'autres ont pris 10 secondes à Zandvoort. Il faut qu'il y ait sur le règlement que si un pilote sera un autre pilote, c'est soit 5 secondes, soit 10 secondes. 10 secondes, ça fait perdre des points à Victor Martins. Je le rappelle qu'en Formule 2, ce sont quand même des gamins, donc même s'ils sont assez matures, et voilà, ce sont des gamins qui payent pour être là. C'est des chiffres à 2 millions d'euros minimum. Donc, je ne comprends pas qu'on joue avec ça. Alors eux, c'est vrai, ils n'ont pas à jouer avec la sécurité des autres. Donc si c'est 10 secondes de pénalité, c'est 10 secondes de pénalité. Mais on ne se dit pas, lui, ça va être 5 secondes aujourd'hui, lui, ça va être 10 secondes demain. Non, donc il faut soit la même chose pour tout le monde. Il faut de l'équité. La Formule 2, c'est une discipline avec les mêmes monoplaces, les mêmes moteurs. On fait en sorte pour l'an prochain avoir des voitures qui peuvent se suivre et des directions plus souples pour l'équité. Donc s'il vous plaît, mettez un peu d'équité dans les pénalités. C'est ça qui est primordial en Formule 2 entre guillemets. Ça c'est l'une des premières choses. La deuxième chose qui m'a déplu et que je ne sais pas si je suis seul, on a eu un accident, donc l'accident de Maloney. On sait, moi je pense que c'était drapeau rouge parce que je pensais que la carline était en plein milieu de la route avec pas mal de débris. Je pensais que c'était drapeau rouge finalement. Non, mais on sait très bien que de toute façon, même s'il y a juste une casse moteur ou autre, une voiture sur le côté, c'est tout de suite safety car. Pourquoi, quand on voit l'accident, on ne sort pas la safety car tout de suite? Ça a des enjeux importants parce qu'il y a des pilotes peut-être qu'ils l'ont vu au machin, donc ils font attention, ça, safety car, on va pas prendre de risques, on va attendre tranquille que ça arrive. Et puis il y a d'autres pilotes très bien, comme Berman, qui s'est dit je vais en profiter, je vais prendre des places. Donc Berman, il a eu presque un tour complet pour doubler 2 pilotes. Et alors qu'on sait que la safety car elle est arrivée. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce genre de choses. Pour ma part, moi je pense que dès qu'il y a un accident comme ça, on sort la safety car tout de suite. Ou si vous n'êtes pas sûr, sortez une VFC, paf, et au moins sur la safety car tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi à la fin de la course, comme par hasard, ils ont sorti la VFC tout de suite pile poil avant que les pilotes arrivent au stand. Donc des pilotes comme Jacques Douane, je crois, ont pu s'arrêter au stand. Donc non, c'est soit on sort la safety car tout de suite, on est sûr quand c'est un gros crash comme ça. Soit on met une VSC, pas VSC, voilà, ou une full course yellow, je sais pas, mais voilà, il faut trouver quelque chose. On ne laisse pas les 3 quarts d'un tour parce qu'on sait que là, c'est pas comme à Monaco. Monaco, quand il y a un accident au T1, les voitures ont le temps de faire un tour. Sur un tour, en général, la voiture a le temps d'être enlevée. Là, on sait que la voiture ne sera jamais enlevée. Il faut sortir la safety car tout de suite. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou si c'est moi qui suis trop chauvin ou un peu gueulard. Ensuite, je dis dans la vidéo, il y a des choses qui n'ont pas plu, du genre Douane qui coupe les chicanes et on ne dit rien. On laisse faire, donc c'est pas grave. Donc Théo Pourchaire, la prochaine fois, ou d'autres pilotes, j'espère qu'ils vous prendre des chicanes. Et voilà, parce que si Théo Pourchaire ou un Français le fait, ça va faire des pénalités. On est tous d'accord dessus, je pense. Donc dites-moi si vous ce que vous en pensez. Et je n'ai encore une fois, je le redis, pas aimé le move de Nissany sur Maloney. C'était très dangereux. C'était inutile de faire ça, sachant que tu n'es même pas allé au tiers de la ligne droite, ou même pas à la moitié encore. Enfin voilà, je comprends pas, il s'est pris un drive-through, je sais pas, il avait que 6 points de pénalité sur son permis.
Donc je ne sais pas s'ils peuvent mettre une race ban directement. En tout cas, je vous tiendrai au courant, mais il est possible, entre guillemets, que Correa soit suspendu à la prochaine course parce qu'il avait 11 points de pénalité, mais je crois qu'il a fait une infraction dans les stands, donc à voir s'ils vont lui mettre un point de pénalité et s'il a les 12 points de pénalité sur son permis. Petit point, on va faire assez vite sur ce qui s'est passé cette semaine pour la Formule 2. La nouvelle voiture qui a été dévoilée, donc cette voiture apparaîtra dès 2024 pour au moins 3 saisons. On reste avec Dallara pour le châssis, donc il y a eu quelques changements avec l'aileron avant qui a été changé, l'aileron arrière un peu forme parachute qui a été changé. Les voitures ont été conçues pour qu'elles puissent se suivre un peu mieux, un peu comme ce qui a été fait en Formule 1. Les baquets ont été faits en sorte que, comme ils l'ont dit, que tu puisses rentrer dedans, que tu fasses 1m50 ou 1m96. Je donne les données qui étaient données, c'est pas des chiffres que j'invente. Donc tant mieux pour des pilotes comme par exemple un Maloney ou un Théo Pourchaire, je prends les deux extrêmes. La direction assistée entre guillemets, alors c'est pas une direction assistée, mais la direction était plus souple. Heureusement que Tatiana Calderon l'avait mentionné, je crois c'était l'an passé, et elle a pu effectuer les tests à Varano avec Dallara pour le châssis. En ce qui concerne le moteur, on garde le même moteur qui sera un peu amélioré, un peu perfectionné sur la fiabilité. Donc on reste avec un Mecachrome. On l'a vu cette année avec le nouveau carburant qui est à 55% renouvelable, que le moteur va mieux et se porte mieux. Plus les temps des années passent jusqu'à 2026, plus le moteur va être biosourcé à 55% en 2025 et 2027 devrait être à 100% biosourcé ou renouvelable. Tant mieux, donc les nouvelles voitures arrivent dès l'an prochain. Un petit point aussi que je voulais aborder, ça va faire une grosse vidéo, j'aurais peut-être dû en faire plusieurs, mais voilà, faute de temps. On a parlé de la rumeur de Kimi Antonelli en Formule 2 dès l'an prochain. Oui, la rumeur est vraie, oui, ça devrait se faire, même voir c'est fait. Je prends des pincettes parce que je ne suis pas sûr, même si je suis assez confiant de ma source. Mais oui, c'est fait, il devrait être en Formule 2 l'an prochain avec Prema. Pour ma part, c'est extrêmement risqué parce qu'il est en Freca, il passera en Formule 2 directement sans passer par la case F3. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un pilote qui est un crack, un peu moins que l'a été Petekov il y a quelques années. Il est chez Prema, donc la meilleure équipe des Feeder Series, il n'y a pas mieux que Prema. Et surtout, il est dans le giron Mercedes, donc très important, très bien soutenu, entouré de Gwen Lagrue et surtout un Stéphane Guérin qui est adorable comme tout et qui est très professionnel, donc je suis pas du tout inquiet pour Antonelli. Il va arriver sur une saison où c'est des nouvelles Formule 2 quand même, donc les cartes sont redistribuées et puis surtout s'il arriverait en 2025, il aurait déjà un an de retard sur des redoublants avec cette nouvelle voiture. Sachant qu'il devrait rouler peut-être s'il y a des essais à Abu Dhabi en fin de saison, 3 jours en Formule 2, il va déjà s'adapter au rythme. C'est vrai qu'une Freca c'est 280 ou 250 chevaux et là on passe à 620 chevaux, c'est énorme, mais bon, pour lui c'est un peu plus facile que nous, il y a juste deux pédales, une pédale d'accélération et une pédale de frein, entre guillemets, je parle pour lui, pas pour nous, mais voilà, il va s'adapter assez vite et tant mieux pour lui, on verra ça l'an prochain. Je n'ai pas d'infos sur ce qui va arriver entre échange de pilotes, mercato, mais je pense qu'on va avoir un mercato assez important en Formule 2. Après, c'est surtout aussi peut-être un petit pari pour la Formule 1 parce que Hamilton a replongé de 2 saisons, donc peut-être qu'il fait une saison de Formule 2 directement et paf, Formule 1. Il faut que je vois par rapport à son âge parce que je ne crois pas qu'il aura 18 ans, donc ni sa super licence. Mais voilà, je pense que Mercedes est déjà en train de préparer l'après Hamilton et mise plus sur Antonelli qu'un Fred Vesti pour l'instant. Pour ce qui est du classement sur la Formule 2, faire un petit point très vite, on a Théo Pourchaire qui a 25 points d'avance sur Vesti et 39 sur Iwasa. Donc seuls ces 3 pilotes peuvent prétendre au titre à Abu Dhabi. Un peu compliqué pour Iwasa parce que c'est 39 points maximum qu'on peut prendre sur un week-end. Donc il faut qu'il gagne tout et que Théo Pourchaire marque 0 points. Malheureusement, du coup, Théo Pourchaire repart de Monza avec 25 points d'avance sur Vesti. Il va falloir que Vesti fasse une pole, de très bons points en course sprint, donc entre guillemets une P3 et surtout une victoire en course principale et que Théo ne marque pas de points.
Très compliqué, mais pas infaisable. Il suffit que sur la course sprint, les deux marquent aucun point et que sur la course principale, Théo a un problème autre et que Vesti gagne la course. Et Vesti serait champion. Du coup, il va falloir que Théo assure un peu la pole position. Ça fait toujours 2 points de plus, mais compliqué de faire la pole parce que voilà, les pilotes sont quand même assez bons. Va falloir surtout, je pense, aller taper un podium en course au sprint au minimum, tu vois, à part s'il fait dans les top 1 ou 2 en qualif, il serait 9 ou 10. Il faut qu'il fasse top 5 en sprint pour prendre des points et là ça va retarder l'échéance à la course principale et ce sera très compliqué pour Vesti d'aller chercher le titre de champion. Ou il faut falloir que Théo il assure, enfin il faudrait que Théo il termine 3e en course principale et le week-end, peu importe ce qui se passe, ce sera fini et voilà. Donc si Théo assure au moins un podium en course principale ou allez, on va prendre des risques en course sprint, ça sentira très bon pour lui et ce sera plutôt mérité. Voilà, on a fait un assez grand tour de ce qui s'est passé ce week-end et cette semaine en Formule 2. La Formule 3 c'est fini ce week-end, donc on les retrouvera quelques pilotes peut-être à Abu Dhabi pour le meeting ou peut-être pour les essais d'après-saison. Je vais peut-être faire une vidéo débrief sur cette saison de 2023 de Formule 3. Nous, pour la Formule 2, prochain meeting dans presque 3 mois, fin novembre à Abu Dhabi. On aura les pilotes de Formule 2 qui vont faire les essais FP1 rookie avec leurs équipes, donc Douane, Vesti, Théo et peut-être Isaac Adjar avec AlphaTauri à Abu Dhabi, mais voilà. J'espère que je ferai peut-être 2 vidéos pour combler le manque, mais ça, on verra ça. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce week-end à me suivre sur Twitter pour ce meeting, c'était chouette. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.